L'aspiration à la sécurité est un moteur puissant de la vie sociale. Le droit à la sécurité, de vivre en paix, est légitimement un des droits fondamentaux des citoyens. Le dévoiement de ce besoin de sécurité par les médias, souvent en phase avec les politiques, sa focalisation sur certaines catégories de la population, par exemple jeunes de banlieue, de préférence immigrés, sur certaines formes de délits ou de crimes, pédophilie, terrorisme, avec dramatisation à l'appui, tout ce processus transforme le besoin de sécurité en sentiment d'insécurité, en sentiment de peur. Or, comme on dit, la peur est mauvaise conseillère, on l'a vu en 2002, elle est surtout le support des politiques sécuritaires. Ça me conduit à parler « La France a peur », c'est le titre du livre principal de Laurent Bonelli, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Paris-Ouest, Nanterre-La Défense. On ne dit plus Paris 10 ? Non, c'est fini. La Défense, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Il est spécialisé dans les questions de sécurité urbaine, tu me diras si je me trompe, de surveillance, de terrorisme, de surveillance au sens de renseignement. Il y a un travail sur les renseignements généraux. Il participe aussi à des ouvrages collectifs. Parmi les derniers, il y a un sur le démantèlement de l'État, un autre sur les conséquences du 11 septembre. Et dont le maître livre que vous pouvez acheter aussi à la sortie, c'est La France a peur, une histoire sociale de l'insécurité, qui contient un chapitre de 50 pages intitulé « La reformulation médiatique de la sécurité ». Il participe aussi à une revue en ligne que j'ai trouvé intéressant de signaler, qui s'appelle Asylon. Il est également membre de la rédaction du Monde diplomatique. Donc Laurent Bonelli est un chercheur et qui ne reste pas, comme beaucoup de chercheurs, confiné dans les arcanes universitaires. Il propose aussi une parole publique, d'où sa présence parmi nous ce soir, ce dont nous le remercions. Merci. Merci pour cette invitation et pour cette présentation. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est un peu dans la lignée de ce que j'ai essayé de travailler dans cet ouvrage, La France a peur. C'est un ouvrage qui est né, je ne vais pas vous raconter l'histoire du livre, mais un peu de pourquoi est-ce que finalement j'ai fait cet ouvrage. Il est né d'une triple surprise. C'est un ouvrage que j'ai commencé à travailler sur les questions de sécurité en 1997. 1997, certains s'en souviennent peut-être, c'était une alternance politique, puisque le Parti socialiste, qu'on appelait la gauche plurielle, accédait au pouvoir après une dissolution, on va dire malheureuse pour le chef de l'État de l'époque. Et l'une des premières mesures que prend ce gouvernement de gauche plurielle, dans un colloque qui est resté célèbre, qui est le colloque de Villepinte, c'est de dire la sécurité, c'est l'une des principales priorités du gouvernement. Alors, pourquoi je dis première surprise? Je dirais parce que très traditionnellement, si vous voulez, la sécurité était attachée aux partis politiques de droite. Bon, il suffit de se reporter quelques années en arrière, au début des années 80. Vous avez un débat à l'Assemblée nationale sur la loi sécurité et liberté. Donc la loi sécurité et liberté, qui est une loi qui aujourd'hui apparaîtrait presque laxiste, si vous voulez, par rapport aux lois contemporaines. Pensez, à l'époque, on pense passer la garde à vue de 24 à 48 heures. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est à 6 jours en matière antiterroriste, donc le temps a passé. Et à l'époque, les députés de gauche, députés socialistes, députés communistes, hurlent au fascisme. Ils disent, voilà, cette loi, elle est plus liberticide que les lois de Vichy. Bon. Alors évidemment, ça c'est 1980, 1997, vous voyez, la gauche fait de la sécurité l'une de ses principales préoccupations. Bon, première surprise, je dirais, la sécurité semble être passée de la droite vers la gauche. Deuxième surprise, si vous voulez, au début des années 90, la fin des années 90, pardon, c'est la reformulation d'un consensus antérieur. Alors, grosso modo, depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, vous aviez un consensus chez les magistrats, chez la plupart des hommes politiques, chez les policiers, sur l'idée que finalement, la délinquance, c'était, comme on le disait à l'époque, un raté de socialisation. On pensait, grosso modo, que un délinquant, c'était quelqu'un qui avait raté le train de la modernisation et qu'il fallait le remettre dans le droit chemin, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'on pensait, si vous voulez, que l'amélioration, le progrès social, en finirait complètement avec la délinquance, d'où
une sorte de consensus qui existait à l'époque, qu'on pourrait dire réhabilitatif. Il faut réinsérer les délinquants, il faut les réhabiliter. À la fin des années 90, par contre, vous avez un nouveau consensus, qui est un consensus punitif. Il faut punir, punir davantage, punir plus précocement. Consensus punitif dont atteste d'ailleurs le record qui est battu pratiquement tous les mois des taux d'incarcération en France. Pensez que le taux d'incarcération entre 1970 et 2000 a été multiplié par 2 en France. Vous avez aujourd'hui un record historique d'incarcération avec plus de 67 000 personnes sous les verrous. Bon. Donc passage de la droite vers la gauche, nouveau consensus punitif. Troisième surprise, c'était l'inflation extraordinaire de la sécurité, tu l'as dit en ouverture, dans le débat public, c'est-à-dire dans à la fois les discours politiques et dans les médias. La sécurité, je dirais, devenait un thème tout à fait central, à tel point d'ailleurs que ça devenait le prisme au travers duquel on commençait à appréhender certains quartiers et certaines populations, les milieux populaires. Dès lors qu'on parle de milieux populaires, tout semble inlassablement ramené à la sécurité. Parle-t-on d'absentéisme scolaire ? C'est un problème, dans le sens où des enfants qui ne sont pas à l'école pourraient brûler des voitures. Parle-t-on de problème d'urbanisme ? C'est un problème dans le sens où un urbanisme dégradé n'est pas un urbanisme sécurisé, etc. Bon. Alors, si vous voulez, ce que j'ai essayé de faire, donc c'est un peu le travail que j'ai essayé de mener dans cet ouvrage, c'est d'essayer de comprendre comment on en était arrivé là. Qu'est-ce qui s'était passé, si vous voulez, pour qu'en 30 ans, finalement, l'insécurité devienne cette préoccupation publique, cette manière de penser le monde, cette doxa, pour appréhender donc les univers populaires. Alors évidemment, il faut revenir pour ça sur les transformations des quartiers populaires, il faut revenir sur le travail politique qui a été mené, il faut revenir sur l'étude de la police, de la justice, et tout ça, je vous épargne tout cela. Car, ce qui nous rassemble ce soir, vous doutez bien que dans ce processus, dans cette imposition d'une nouvelle manière de voir le monde, les médias ont bien sûr un rôle important. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter ce soir. Alors, le crime, je dirais, existe depuis longtemps dans les médias. Ce n'est pas une découverte, si vous voulez, de 1997 que les médias parlent des questions d'insécurité. Ça se diffuse grosso modo en France à partir du Second Empire. La presse du Second Empire se spécialise, vous avez des journaux qui sont spécialisés dans les faits divers. Alors je vous renvoie à ce qu'on appelait les canards sanglants. Bon, vous avez, même si vous regardez l'illustration, vous avez souvent des magnifiques couvertures où vous voyez des apaches en train d'égorger des bourgeois, etc. Alors c'est quelque chose de relativement ancien. Par contre, ce qui est beaucoup plus nouveau, et que l'on va voir apparaître à ce moment-là, c'est l'intérêt de ce qu'on appelle la presse d'information politique générale pour cette thématique. Grosso modo, le Nouveau Détective, vous connaissez, vous êtes, j'imagine, tous abonnés au Nouveau Détective. Bon, il égorge sa belle-mère avec un fer à repasser. Bon, alors, évidemment, ça c'est non connu. Voir par contre en août 2001 Le Monde titré à la une et sur les affichettes qu'il y avait dans les kiosques « Délinquance, alerte », ce n'est pas exactement le même registre sur cette question. Alors, effectivement, donc, ce qu'on va voir se développer, c'est, finalement, si vous voulez, les médias d'information politique et générale vont finalement intégrer très largement cette thématique. Alors, évidemment, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il n'existe pas une vision médiatique unifiée du monde. Le traitement de l'information varie, bien sûr, selon les types de supports. On ne fait pas un reportage télévisé comme on écrit un article. Un journaliste d'un quotidien national et un journaliste d'une presse quotidienne régionale ne font pas exactement le même métier. Il y a des contraintes totalement différentes, etc. Bien sûr, tout cela, évidemment, vous le savez. Il n'empêche que, et c'est sans doute ce qui est important, c'est que les médias ne sont pas indépendants les uns des autres. Ça fonctionne, pour parler comme Pierre Bourdieu, comme un champ, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui se passe, notamment dans les médias dominants, influe sur les autres médias. Alors, que s'est-il passé, si vous voulez, dans la période que j'ai essayé d'étudier? Dans cette période, précisément, on va voir monter un média qui va devenir un média particulièrement dominant, ça commence dès le début des années 80, c'est la télévision. La télévision va occuper une place de plus en plus prépondérante dans la définition, si vous voulez, des manières de traiter la réalité sociale et des sujets qu'il faut traiter dans la réalité sociale. C'est elle qui va de plus en plus dicter l'agenda,
ce dont il faut parler, si vous voulez, dans les autres médias. Et pourquoi je dis ça? Parce que dire que les médias fonctionnent comme un champ, ça veut dire que c'est très difficile dans un média de ne pas parler de ce dont parlent les autres. Bon, c'est des choses que vous connaissez, évidemment, mais si je devais le dire d'un mot, je dirais que ce qui caractérise les médias, c'est l'autoréférence dans la concurrence. Bon, il faut parler de ce dont les autres parlent, et en même temps essayer de s'en distinguer un peu si on a un scoop, par exemple. Bon, c'est ça la logique fondamentale, finalement, de fonctionnement du monde médiatique. Bon. Alors, cette montée en puissance de la télévision, ça va évidemment avoir des effets très très importants, puisque la montée en puissance de la télévision va s'accompagner d'une sorte de dépolitisation de l'information. Dépolitisation, ça veut dire que si vous voulez un média de masse, il faut un média qui ne soit pas conflictuel dans les thèmes qu'il pose et dans les questions qu'il pose. Pourquoi dans votre vie quotidienne, le thème le plus commun quand vous discutez au café, par exemple, c'est le temps? Parce que le temps, c'est difficile de s'empailler sur le temps. Bon, on peut dire il ne fait pas beau, pas trop, ça ne fait pas tant que l'année dernière. Bon, c'est très rare d'arriver à un conflit très violent sur le temps. Si vous commencez à parler de politique, par exemple, ou du traitement réservé aux immigrés, aux homosexuels, bon, tout ça risque, votre café risque d'être plus difficile à négocier le matin, bon, par exemple. La télévision va faire un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle va évacuer tout un tas de débats de fond pour faire monter à la place de l'information donc plus omnibus, moins conflictuelle, sans aspérité. Et là-dedans, un élément qu'on va voir monter en puissance, c'est le fait divers. Le fait divers, fait diversion, comme disait Pierre Bourdieu, le fait divers va devenir, si vous voulez, quelque chose qui va occuper une place croissante dans le format et dans le traitement médiatique. Alors, ça va être particulièrement vrai, si vous voulez. Des informations, par exemple l'information étrangère, va reculer dans l'ensemble des médias. Les Palestiniens, ça va, ça fait des années qu'ils se foutent sur la gueule, ça suffit, on voit bien ce que ça donne, on ne va pas revenir là-dessus. Bon. Donc vous avez donc un recul, si vous voulez, très clair, de type de sujet, par exemple, information, et la montée en puissance de ce qu'on va appeler dans le jargon de la télévision, l'information de proximité. C'est arrivé près de chez vous. Alors, c'est arrivé près de chez vous, c'est plein de choses. C'est le concours d'éclairage des façades de Noël, période de Noël. Là, on va commencer, je pense, avec les paillas géantes qu'on retrouvera dans le sud-est de la France, par exemple, enfin, ce genre de choses. Et c'est aussi, évidemment, les faits divers violents, les voitures brûlées, les agressions, qui vont se prêter, j'y reviendrai tout à l'heure, parfaitement ou particulièrement à une forme de traitement médiatique. Alors, et on va voir ainsi, si vous voulez, à partir du début des années 90, monter en puissance donc des thématiques sur la question de la violence urbaine, des thématiques sur les flambées de violence dans un certain nombre de quartiers, la petite délinquance de proximité, qui vont devenir des thématiques à proprement parler. L'AFP va développer une rubrique spécifique violence urbaine, par exemple, c'est intéressant. Bon, tous ces thèmes-là, si vous voulez, vont très largement monter en puissance. Alors, et on va voir précisément s'agréger sous des catégories, par exemple, comme violence urbaine, des événements très différents, aussi distincts que des questions d'urbanisme, que des questions de désaffiliation sociale, que des questions de compétences de territoire, etc., etc. Alors, ceci prend un tournant particulier à la fin des années 90. Pourquoi ? Puisque je vous ai dit en propos d'ouverture que le gouvernement, récemment nommé, fait de la sécurité l'une de ses principales priorités. Bon, alors évidemment, dès lors qu'un gouvernement fait d'une thématique sa principale priorité, ça affecte, bien entendu, la thématique, enfin l'agenda ou les choses que vont traiter les médias. Alors, pour vous donner quelques exemples, tu disais en ouverture qu'en 2002, on avait beaucoup parlé d'insécurité, sur Acrimed. Il n'y a pas qu'Acrimed qui en a beaucoup parlé. Si vous regardez entre janvier et mai 2002, je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, vous avez quand même donc, janvier et mai, c'est-à-dire 5 mois. Sur 5 mois, les journaux télévisés des grandes chaînes nationales ont traité 20 000 fois le sujet de l'insécurité. C'est simple, ça veut quand même dire 1000 fois par semaine. 1000 sujets par semaine sur les 3 journaux télévisés, vous voyez, c'est pas quand même négligeable. Bon. Alors, d'ailleurs, ceci a d'ailleurs été très largement invoqué pour justifier l'ascension au 2e tour de Marine Le Pen. Bon, je reviendrai là-dessus.
De Marine Le Pen, pardon, ça c'est après, excusez-moi, c'est la prochaine fois. Jean-Marie Le Pen, c'est ça. Alors, qu'est-ce que les médias disent de l'insécurité? Bon, je vous ai donné des grandes généralités, mais je me suis intéressé à, concrètement, que disent les médias de la question de la sécurité. Et pour cela, j'ai pris un angle particulier, j'ai pris ce qui, dans le format médiatique, donne le temps de l'analyse, prend du recul, pour éviter précisément ces 20 000 reportages à chaud, etc. Les magazines télévisés, les émissions politiques à la télévision consacrées à l'insécurité. J'ai donc dépouillé toutes les émissions consacrées à cela entre 1995 et 2002, donc visionné les émissions qui étaient consacrées à cela. Alors vous avez un certain nombre d'émissions, vous avez plus d'une soixantaine d'émissions qui étaient consacrées spécifiquement à la thématique de l'insécurité. Et alors je vous ai dit que je n'allais pas vous accéder trop de chiffres, mais je vais en donner quelques-uns quand même. Je me suis amusé à faire quelques comptages. Alors, premier élément, quand je vous ai dit tout à l'heure que le fait que le gouvernement ait fait de l'insécurité sa thématique prioritaire, ça a des effets sur les médias. Les émissions télévisées consacrées à l'insécurité, sont des émissions télévisées qui sont amenées par l'élite des journalistes politiques. Quelles sont les émissions qui sont consacrées à l'insécurité? C'est l'émission de Arlette Chabot, c'est l'émission de Yves Calvi, c'est l'émission de Michel Cotta, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est les émissions de Christine Ockrent, c'est-à-dire, finalement, ce qui constitue l'élite, finalement, du journalisme politique, c'est-à-dire ceux qui sont en position dominante sur le journalisme politique dans les principales chaînes. C'est eux qui consacrent ces émissions à cela. Alors, vous êtes familier à la crimette des comptages, vous êtes bien meilleur que moi sur ces questions, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. J'ai regardé qui étaient les gens qui ont été invités sur ces plateaux. Vous savez que ce sont des émissions qui alternent reportage, plateau. Bon. J'ai comptabilisé l'intégralité des personnes qui avaient été invitées. Vous avez à peu près 200 personnes qui ont été invitées. J'ai regardé qui étaient les invités. Les invités, c'est très simple. Un tiers d'entre eux sont des hommes politiques. Un tiers d'hommes politiques. Un autre tiers sont des policiers ou des magistrats. 20% sont des experts, des consultants en sécurité. Voilà, grosso modo, la morphologie des invités sur les plateaux de télévision. Alors vous allez me dire qu'il est possible, c'est une hypothèse audacieuse, mais par exemple que des enseignants, des travailleurs sociaux, des éducateurs aient un rôle à jouer sur les questions d'insécurité. Ils sont invités, ils représentent 7% des invités sur les plateaux de télévision. On ne les a pas oubliés. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, vous le voyez, pour ce type d'émission, en réalité, la question d'insécurité, c'est une question politique, on invite des hommes politiques, et une question essentiellement de police et de justice. C'est le premier élément, si vous voulez, qu'on peut tirer de ces questions-là. Alors, on va voir que ça ne suffit pas, effectivement, pour être invité. Je disais, les milieux populaires disparaissent évidemment complètement de ces plateaux, ça, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté pour vous. Hommes politiques, magistrats, policiers, magistrats, experts, ce sont nos trois groupes. En réalité, ça ne suffit pas d'être magistrat, ça ne suffit pas d'être policier ou d'être homme politique pour être invité. Il faut avoir des propriétés particulières, évidemment. Et si vous regardez les gens qui sont invités, vous allez voir que vous avez des récurrences des gens qui sont invités. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés pour être le bon invité sur un plateau de télévision. Alors bien sûr, il y a des aléas. Toute personne qui a été invitée un jour sur un plateau de télévision sait que ça dépend de qu'est-ce qu'ont répondu ceux qu'on a contactés avant, de la manière dont les journalistes ont le numéro ou pas, enfin bon, il y a tout un tas d'aléas. Mais si vous mettez en série tous les invités de tous les plateaux, je dis sur 7 ans, bon, vous avez quand même un certain nombre d'éléments qui sont récurrents. Les bons invités, si vous voulez, et on s'est amusé d'ailleurs, je me suis amusé dans le bouquin à dépouiller une émission en particulier en interrogeant les journalistes qui avaient fait l'émission, qui est une fameuse marche du siècle dirigée par Michel Field, qui termine sur... Enfin bon, évidemment, Michel Field est un habitué d'Acrimed, vous le savez, mais c'est une émission dans laquelle Michel Field s'appelle « Vous avez demandé la police », bon, et qui termine là-dessus. Donc, en interrogeant, y compris les journalistes qui ont monté l'émission, pour savoir qu'est-ce que c'est un bon invité, un bon invité, vous verrez que c'est des gens qui ont des propriétés spécifiques. Alors, pour, par exemple, les policiers, les magistrats, il ne faut bien sûr pas avoir un policier qui nous dit « ouais, on n'a pas assez de moyens,
Ça va pas, c'est très corpo, c'est pas du tout. Il faut quelqu'un qui est capable de dire il y a en France des cités interdites. Évidemment, s'il y a en France des cités interdites, ça veut dire qu'il nous faut plus de moyens derrière. Bon, évidemment, ça va de soi, c'est l'implicite. Donc vous allez voir des policiers qui sont on pourrait dire des formes d'intellectuels policiers, qui vont faire des montées en généralité. Alors, des intellectuels policiers, pas l'intellectuel des policiers, ne soyez pas méchants. Bon, qui vont, si vous voulez, effectuer des montées en généralité à partir, vous voyez, de ces situations, avec des questions très corporatistes, effectivement, derrière cela. La question des experts, bon, il y en a un que vous connaissez nécessairement, qui s'appelle Alain Bauer. Alain Bauer, c'est quelqu'un qui, dans une certaine mesure, condense c'est le modèle d'excellence de l'expert. C'est le gars qui est génial dans son rôle d'expert. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, d'abord, est très disponible, évidemment, pour les médias. C'est quelqu'un qui sait parler dans un format médiatique, de manière très très bonne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui fait des coups médiatiques, avec des formules très travaillées, très, très malines, du type « La France est plus criminogène que les États-Unis ». Vous êtes un journaliste, ça c'est intéressant, ça c'est de l'audience, les gens vont rester, évidemment. Alors peu importe, c'est pas vrai, mais c'est pas très grave, c'est un autre débat. Nous vivons sous le règne des 3 A. Aveuglement, angélisme, amateurisme. Et là, vous pouvez développer l'angélisme des élites politiques, l'aveuglement du gouvernement, l'amateurisme des forces de l'ordre, etc. Alors évidemment, ce genre de choses, qui passent de plateaux de télévision, en émissions de radio, en éditorial dans la presse, je dirais, c'est percutant, c'est bref, ça marche bien, et en plus, ça cadre sur le fond avec les représentations des journalistes dominants. Alors, ce que je veux dire, ça cadre sur le fond avec les représentations des journalistes dominants, c'est dénoncer l'inertie ou la pesanteur bureaucratique de l'État. Ça marche bien. C'est un format, je dirais, qui marche très 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 bien. Dénoncer les réactions corporatistes de l'éducation nationale contre les souffrances des vrais gens, quelque chose évidemment, sur un plateau de télévision, ça fonctionne parfaitement. En plus, l'expert est indépendant. Lui, il ne parle pas pour quelqu'un. Enfin si, en réalité, il parle pour ses propres intérêts, mais peu importe, c'est quelque chose qui est relativement dénié. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que les positions de ces experts dans les médias, je vous ai pris l'exemple d'Alain Bauer, mais il y en a un certain nombre d'autres. Alain Bauer, c'est celui qui a le plus, mais il y en a tout un tas d'autres, évidemment. C'est que cette position dans les médias, elle est due. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans les médias? Alors je vous dis pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, ils sont dans les médias, mais ils sont aussi dans les médias parce qu'ils apparaissent comme légitimes pour un journaliste. Pourquoi? Parce qu'Alain Bauer, d'abord, il participe à des commissions gouvernementales sur la question. Si le gouvernement fait appel à lui, c'est que c'est quelqu'un de légitime. Il fait des diagnostics auprès des hommes politiques. Ah, d'accord. Puis il enseigne dans une école de police. Tout ça, c'est un élément important. Mais, en fait, c'est un cercle de légitimité. Le fait de passer à la télé fait que vous avez de plus en plus de chances d'être appelé par un élu local. Le fait d'être appelé par un élu local et d'être passé à la télé fait que vous avez plus de chances d'accéder à une commission gouvernementale, etc., etc., etc. C'est en fait un cercle d'autolégitimité. Alors, donc je vous ai parlé d'Alain Bauer, mais vous avez y compris sur des magistrats, des policiers, des gens qu'on va retrouver. Alors, ce que je suis en train de vous décrire sur cette période-là, ce qui est bien, c'est que le mécanisme continue à fonctionner. Vous pouvez changer les noms, mais les propriétés des gens sont absolument interchangeables. Ce que je vous décris sur l'insécurité sur 95-2002, ça continue par la suite, parfois avec les mêmes, souvent. Là, les gens s'enracinent, mais vous en avez des nouveaux qui apparaissent, qui sont, je dirais, avec des propriétés relativement similaires. Bon. Alors, les hommes politiques, c'est plus divers, donc ça, c'est les propriétés des experts. Les hommes politiques, c'est soit des représentants gouvernementaux, intérieurs essentiellement, soit des maires, par exemple, qui ont eu le problème d'avoir des émeutes dans leur ville. Ça, de ce point de vue-là, vous avez un certain nombre, donc les élus, vous avez tout un tas de choses. Alors, donc je vous ai dit, voilà, vous l'avez compris, je vous ai dit, bon, on étudie les invités, on regarde qui sont les invités, on s'aperçoit donc un tiers d'hommes politiques, un tiers de policiers essentiellement et de magistrats, des consultants, voilà. Mais vous allez m'objecter, à juste titre, que les émissions, il y a aussi des reportages. Et les reportages, c'est pas pareil que les invités. Donc j'ai regardé tous les reportages, évidemment.
Et les reportages, on s'aperçoit que, bon, qui sont les gens qui sont, je vais regarder, qui sont les gens interrogés dans les reportages. Qui est-ce qu'on interroge dans les reportages? Alors évidemment, là, on s'aperçoit que les institutions coercitives, police, justice, continuent à occuper le haut du pavé. C'est pratiquement 40% des gens interrogés. À peu près quelque chose d'équivalent. Les experts et les hommes politiques, par contre, disparaissent complètement. 2%, on ne les voit plus. On va interroger davantage les victimes ou les délinquants, là qui remontent à pratiquement 20%. Alors, ce qui veut dire qu'on a 60% des reportages qui sont à peu près consacrés à l'action des forces de l'ordre, aux victimes ou aux délinquants. Et alors, évidemment, si on regarde, parce que c'est pas tout de compter qui est-ce qui est interrogé, il faut regarder qu'est-ce que disent les reportages. Parce que vous allez me dire, un reportage sur la police, ça peut être un reportage sur la corruption dans la police à Lyon, par exemple. Non, ça c'est fictif, ça n'existe pas, pardon. À Lille, non plus. À Lille non plus. Bon, bref, ça pourrait être un reportage là-dessus. Non. En réalité, si vous regardez la teneur des reportages, vous apercevez que 80% des reportages valorisent l'approche coercitive, spectaculaire ou alarmiste. Vous avez, grosso modo, 10% des reportages qui portent sur les questions de prévention, de réhabilitation, voire de critique. Alors, ça amène à s'interroger sur les logiques, finalement, de structuration de reportages. Qu'est-ce qui se passe dans les reportages? D'abord, je dirais le mode de reportage favorise, le travail journalistique dans son ensemble, je dirais favorise, induit un travail de simplification de la réalité qui fait que, je vous entendais souvent, une parole générale chez des journalistes, c'est de dire le public ne va pas comprendre. Le public ne va pas comprendre, donc ça suppose, vous voyez, une sorte de simplification du message de ce qu'on veut transmettre finalement aux auditeurs, aux téléspectateurs, voire même aux lecteurs. Alors, évidemment, vous doutez bien qu'un reportage de 2 minutes 30 n'a pas la même profondeur qu'un article d'une pleine page dans Le Monde, évidemment. Ça, c'est des formats différents. Mais il n'empêche que ce travail de simplification reste observable dans l'ensemble des choses. Et des problèmes aussi larges que la question des banlieues, qui renvoient à des causes comme chômage, politique urbaine, politique de transport, d'éducation, de sécurité, d'immigration, de décomposition de l'identité ouvrière, etc., sont réduits dans les reportages médiatiques et dans le traitement médiatique à quelques stéréotypes du type la dérive vers des ghettos à l'américaine, par exemple. Peu importe que la structuration de ces quartiers soit totalement différente, etc., comme a pu le montrer par exemple Loïc Vacan. Alors, d'abord, on a une simplification à outrance, et, deuxième propriété, je crois, du débat médiatique, c'est que cette simplification s'accompagne de visions manichéennes. Il y a d'un côté les bons, il y a d'un côté les méchants, et il faut trancher. Il faut trancher, si vous voulez, entre... il faut attribuer des bons et des mauvais points. Alors, évidemment, dans cette vision, si vous voulez, alors que vous avez simplification, vous avez vision de manichéisme, et, dernier point, une sorte de dramatisation de l'actualité. Alors, la dramatisation, vous la voyez de plusieurs manières. Dans la presse écrite, c'est les titres, les infographies, les cartes, les intertitres, qui servent, si vous voulez, à faire en sorte que le lecteur s'accroche à cela. À la télévision, évidemment, vous vous doutez bien, qu'entre une voiture de patrouille de police qui part toute sirène hurlante et un juge des enfants qui reçoit dans son bureau un adolescent en lui demandant « Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois ?» Rien. Là, vous avez déjà zappé 20 fois. Là, vous n'êtes plus du tout sur la chaîne. Donc évidemment, ce type de dramatisation, de mise en scène, si vous voulez, de l'information, va effectivement fonctionner. Alors, je vous disais, certains dans ce cadre-là, et c'est sans doute ce qui explique leur récurrence dans les reportages télévisés, c'est que certaines unités de police sont particulièrement, je dirais, propices, ou sont particulièrement, se prêtent particulièrement à l'accroche spectaculaire. Ce sont les unités d'intervention, type brigade anticriminalité. Et par exemple, vous ne voyez pas, si vous voulez, le nombre finalement de reportages où vous avez des courses-poursuites, si vous voulez. Vous avez donc un jet de pierre, une course-poursuite, on part, on est dans la voiture, tout gyrophare dehors. On y est, quoi. Je ne vous cache pas que certains de mes
collègues à l'université n'échappent pas à cette sorte de fascination, je dirais, dans une voiture de police toute sirène hurlante. Bon, en réalité, la vie ne change pas véritablement, en réalité, peu importe. Vous avez un bel exemple de cela, c'est l'émission Cops aux États-Unis. L'émission Cops aux États-Unis, c'est des gars, ils sont embarqués dans la voiture de police avec la caméra, et ils courent derrière, et donc vous avez les policiers qui courent derrière, généralement blackmail, qui est donc évidemment le suspect est toujours un homme noir, et donc ils courent derrière, vous avez la caméra comme ça, c'est très impressionnant, et ça marche très très bien. Alors, ça marche très très bien, et ça marche d'autant mieux que c'est simple. Vous avez une scène tout à fait succulente dans le film de Michael Moore, Bowling for Columbine, qui est, il interroge Dick Erland, qui est le producteur de Cops, et il lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne vous interrogez pas sur ce qui cause le crime, au lieu de montrer simplement une chasse aux criminels, ou en plus vous montrez systématiquement des noirs, tout ça, pourquoi vous ne faites pas autre chose ?» Et là, Erland a cette magnifique réponse, il dit « Parce que je pense que ça serait très très dur de faire cette émission. D'ailleurs, je ne vois vraiment pas ce que ça pourrait être. La colère, ça marche. La haine, ça marche. La violence, ça marche. La tolérance, la compréhension et essayer d'apprendre à être un peu différent de ce que vous étiez l'année dernière, ça le fait moins. » Et Moore surenchérit en disant « Mais on pourrait faire corporate cops, c'est-à-dire la chasse à la délinquance en col blanc. » Et là, Erland réfléchit, il dit « Non, la seule chose, ça serait quand les policiers rentrent dans le bureau du broker, il leur jette sur leur tête son téléphone portable à la figure, qui saute par la fenêtre, qui monte dans une Porsche décapotable et qui s'enfuit à toute vitesse sur l'autoroute. Là, peut-être, on pourrait faire quelque chose. » Bon. Alors, c'est caricatural, évidemment, dans ce cas-là, mais ne croyez pas que c'est si différent, en réalité, de la situation que l'on peut observer. Et qu'on peut observer même ici. Et c'est d'autant plus vrai, si vous voulez, que donc d'une part, ça marche parce que c'est spectaculaire, mais en plus, ça marche parce que, si vous voulez, les forces de police elles-mêmes se prêtent très volontiers à cet exercice. Elles se prêtent très volontiers à cet exercice. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est la réattestation publique de leur efficacité, de leur manière de travailler. Vous avez 3 manières pour la police d'attester de son efficacité et de faire, dans une certaine mesure, sa publicité. Celle-ci, je vais y revenir, donc les voitures de police d'intervention, et 2 autres gros types de reportages sur la police que je n'ai pas traités dans les émissions dont je vous parle, parce que c'est autre chose, c'est la police scientifique. La police scientifique, c'est absolument magnifique. Alors vous avez des séries spécialisées, donc Crime Scene Investigation, qui sont les experts, qui sont spécifiquement dédiés à cela, mais faire des reportages sur la police scientifique, c'est magnifique, c'est-à-dire que ça neutralise complètement l'arbitraire policier. Il n'y a plus de violence policière, il n'y a plus d'arbitraire policier, il n'y a plus d'exercice de la force policière. Tout cela disparaît derrière des éprouvettes avec de l'ADN, etc., etc. Ça, c'est très fort. L'anecdote drôle sur les experts, c'est que vous avez une pétition de 3000 médecins légistes aux États-Unis pour qu'on interdise cette série, parce qu'ils en ont marre que dans les tribunaux, on leur demande des performances similaires à celles qu'on voit à la télévision. Ils disent non, ça ne marche pas comme ça, etc. Bon. Donc ça, c'est la première neutralisation. La deuxième, c'est les unités d'élite. GIGN, RAID, etc. Alors bon, le RAID, un peu perdu de ça. Évidemment, c'est moins facile en vrai que dans des reportages télévision, mais peu importe. Mais tout simplement parce que c'est la même chose. C'est des unités surentraînées d'élite neutralisent, si vous voulez, l'arbitraire de la violence policière qui est beaucoup plus présente dans la réalité. Effectivement, un contrôle, ça se passe pas toujours bien. Et là, il ne s'agit pas de jeter la pierre, sans mauvais jeu de mots, aux policiers. C'est un contrôle un soir avec des gens qui n'ont pas envie de se faire contrôler, ça se passe pas bien. Il y a de la violence, il y a des affrontements, il y a des choses. Ça, évidemment, c'est une image publique beaucoup moins favorable. Donc les institutions policières, la douane par exemple, vend des reportages clés en main. Enfin, elle ne les vend pas, elle les donne, des reportages clés en main où le journaliste monte dans l'hélicoptère, on va intercepter une cargaison de cigarettes de contrebande, etc. Enfin, c'est tout ça. Et vous avez même de plus en plus des officiers de communication dans les services policiers qui servent à cela notamment. Alors, donc, d'une part, vous avez le spectaculaire, vous avez la collaboration des policiers. Troisième élément du reportage,
qui concerne davantage tout ce qu'on peut lire dans la presse, et notamment dans la presse régionale, dans la presse locale, c'est les relations extrêmement fortes de dépendance des journalistes par rapport aux policiers. Dès lors que vous traitez des faits divers, c'est très simple. Il se passe un fait divers. Soit vous avez un contact dans la police et vous savez ce qui s'est passé, soit il va falloir que vous alliez voir la concierge, les pompiers, l'éducateur social du quartier, etc., etc. C'est un gain de temps tout à fait considérable pour des journalistes locaux que tout simplement d'avoir leur entrée au commissariat. Et alors ce que je dis, c'est simplement une logique professionnelle d'un certain nombre de journalistes localiers qui fait que un des journalistes que j'interrogeais dans l'enquête disait que tout simplement, lui, il reçoit tous les jours de la préfecture les affaires avec les noms des gens, etc. Et il dit, c'est très simple, je fais mon marché dans ce que je vais traiter ou pas traiter, je vais voir les policiers, ils me disent ce qui s'est passé, voilà, j'ai mon article. Et ça a des effets, évidemment, pour des journalistes qui travaillent toujours dans l'urgence. Un localier, il traite 6 sujets par jour. Vous voyez, c'est aussi, ça fonctionne parce que ça s'inscrit dans l'économie même du travail journalistique. Ça marche parce que, tout simplement, c'est... Alors, évidemment, le policier dit, oui, je ne veux pas avoir un point de vue anti-policier. Évidemment, vous imaginez un localier qui, par exemple, j'ai travaillé un de mes terrains d'enquête, c'était le Toulouse-Le Mirail, vous avez vu des émeutes à la suite de la mort d'un jeune, traité, si vous voulez, c'est la mort d'un jeune dans, en plus, un cas très clair, si vous voulez, de bavure policière. C'est-à-dire qu'en entrain, le policier essaie de sortir le jeune d'une voiture, il a son arme à la main, il tire, sans nécessairement le vouloir, quoi qu'il advienne, le gamin arrive à sortir de la voiture, s'enfuit, il meurt sous une voiture, les policiers rentrent, ne signalent même pas l'incident, et on retrouve le cadavre le lendemain matin. Non, le Mirail s'enflamme, donc là vous avez vraiment un cas très clair, si vous voulez, de manquement à la déontologie policière, et évidemment, la presse locale l'a traité avec un point de vue très 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 policier. Bon. Alors, donc vous avez une grande dépendance, je dirais, qu'il faut prendre en compte, si vous voulez, de journalistes locaux, finalement, de la police et de leurs interlocuteurs policiers. Dépendance qui est renforcée encore par le fait que être journaliste dans une banlieue, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que 20 ans, 30 ans de traitement médiatique des banlieues font que les journalistes ne sont pas toujours les bienvenus quand ils rentrent dans un quartier dans lequel ils ne connaissent personne. On ne compte plus, si vous voulez, le nombre effectivement d'agressions, d'attaques sur des caméras, sur un certain nombre de choses, évidemment. Et ce qui explique aussi que, notamment pour les reporters d'images, caméras et photographes, ils soient conduits à rentrer dans les quartiers derrière la police. C'est intéressant, regardez d'ailleurs, à chaque fois que vous avez des émeutes à la télévision, regardez les émeutes, regardez où sont prises les images. Les images sont toujours prises de derrière la police. Elles ne sont jamais prises du côté des manifestants. Tout simplement parce que, et donc rentrer derrière la police, si vous voulez, alors à la fois ça renforce la défiance, oui, les journalistes c'est comme des flics, etc. Et en même temps, ça donne quand même un point de vue très particulier, si vous voulez, de ce qui se fait. Vous avez eu des interviews qui ont été faites, des entretiens avec des journalistes d'images notamment, et là c'est des journalistes de France 3 qui parlent. Il dit, premièrement, vous avez la trouille. Il faut être honnête, dit-il. Il dit, vous ne travaillez jamais sérieusement parce que vous vous planquez. Et oui, donc la peur est une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, et une peur qui est de surcroît, et je pourrais développer là-dessus, qui est renforcée par le fait que la distance sociale entre les journalistes et les milieux populaires va croissante. C'est-à-dire qu'à la différence des années 70 et même des débuts des années 80, où certains journalistes sociaux étaient issus des milieux populaires et avaient une proximité sociale avec les milieux populaires, je dirais aujourd'hui la probabilité d'avoir un journaliste qui vit dans un grand ensemble de régions parisiennes, ou même de banlieues de villes de province, est absolument nulle. Vous avez compris une distance sociale, si vous voulez, qui renforce finalement cette distance et qui joue là-dessus sur ce traitement. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est clair. Vous parlez des grands journalistes? Non, je parle même des petits journalistes. Les grands journalistes, ne parlons pas des grands journalistes. Les grands journalistes ne vivent... Alors là, la concentration spatiale des grands journalistes, par contre, est sans doute quelque chose d'intéressant à étudier. Bon, on va dire ça comme ça. Bref. Alors, j'en viens à... tout
finalement, quels sont les effets de tout ce que je vous ai raconté? Je ne vais pas être trop long, donc je vais essayer de synthétiser un petit peu de ce que je vous ai dit. Finalement, comment, en quoi les médias ont-ils contribué, dans la période que j'ai étudiée, à constituer, si vous voulez, l'insécurité comme un problème? Je vous le dis, ils ne sont pas tout seuls. Hein. Il y a des choses, le monde politique a toute sa part de responsabilité, le monde académique a toutes ses parts de responsabilité, etc. Mais en quoi les médias, eux, ont eu une contribution spécifique? Je crois que ce qui est important, c'est que dans un champ journalistique qui est davantage, chaque jour davantage, soumis à une quête d'audience. Bon, quête d'audience est tout à fait nécessaire, vous savez, la baisse de la publicité, tout ça, quête d'audience tout à fait structurelle, dans lequel la télévision a conquis une position dominante, l'insécurité a prospéré, je vous le disais, en raison notamment de l'investissement politique sur cette question. C'est devenu un sujet noble. L'investissement politique a fait l'insécurité dans les médias un sujet noble. On est sorti de la rubrique fait divers, très important, pour devenir un fait de société. L'insécurité, dès lors que les hommes politiques s'y intéressent beaucoup, cette question se politise, ça sort du fait divers, ça devient un fait de société. Et un fait de société, ça veut dire que ce sont les journalistes importants qui en parlent. Ça, c'est le premier point. Il ne s'agit plus de la presse sensationnaliste ou de la presse d'extrême droite, comme par le passé. C'est la presse d'information politique et générale qui s'en saisit. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se produire en réalité? D'abord, les médias vont... Alors, juste une parenthèse avant tout, les médias ne font pas complètement l'opinion. Alors, ça va peut-être choquer, mais nous avons tous un filtre par rapport à ce que l'on peut entendre dans les médias. Personne ne croit, ou peu de gens croient aveuglément à ce qui se dit à la télévision, à la radio, ou c'est ce qui s'écrit dans les journaux. Certains vont même jusqu'à dire que les médias mentent. C'est une autre chose. Non, personne ne croit, si vous voulez, complètement ce qu'on voit dans les médias. On a tous notre expérience, notre vécu direct, familial, notre socialisation, nous donne des filtres par rapport aux messages médiatiques. Évidemment, vous doutez bien que, un exemple assez amusant, quand vous aviez eu les émeutes de 2005 en France, j'ai des collègues américains qui m'ont appelé pour savoir si je n'avais pas été blessé. Bon. En réalité, le centre de Paris a été relativement épargné par la guerre civile qui a secoué la France. Bon. Évidemment, toute personne qui a une expérience minimale de la banlieue ne vit pas la question de la banlieue. Tout un tas de gens qui vivent en banlieue n'ont pas dans la tête l'image du grand ensemble dégradé. Bon. Donc on a tous des filtres, si vous voulez, par rapport à ce qui se voit. Comme un syndicaliste n'entend pas le discours de M. Pujadas, ou d'autres, sur les syndicats de la même manière. On a tous des filtres, heureusement. Bon, ceci est quelque chose d'important. Mais il n'empêche, si vous voulez, que les médias ont quand même un rôle, si vous voulez, sur la question de l'insécurité. Ils ont joué à fabriquer un certain nombre de représentations de la question de la sécurité. Alors, plusieurs éléments sur ce point. Le premier, ils ont contribué à homogénéiser des situations très hétérogènes en les alignant par le bas. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Homogénéiser des situations hétérogènes en les alignant par le bas. Banlieue, par exemple, est devenue, entre le début des années 90 et celui des années 2000, synonyme de grand ensemble dégradé avec des jeunes d'origine étrangère, avec des capuches, délinquants et ou en échec scolaire. La banlieue, elle a des formes très différentes. Il est même possible que certains d'entre vous y habitent. On ne vous dénoncera pas. Bon. La banlieue, ça peut avoir des formes très différentes. Mais dans le message médiatique, banlieue devient synonyme de cela. Ça, c'est quelque chose qui va se fabriquer, si vous voulez, sur ce mode-là. Jeune en bas d'immeuble égale, évidemment, délinquance, drogue, etc. Oui, vous allez objecter que ce n'est pas parce que vous avez un survêtement, une casquette sur la tête que vous êtes nécessairement un criminel en puissance. Et c'est vrai. Bon. On va, si vous voulez, donc homogénéiser des situations très hétérogènes en les alignant par le bas, sur la minorité les pires. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, qui est important, c'est que ils vont, sur cette période, valoriser certains points de vue et certains interlocuteurs. Bon, certains points de vue et certains interlocuteurs, l'exemple que je vous ai donné à partir des émissions télévisées, vous montre bien, si vous voulez, qu'on va voir certains points de vue qui sont valorisés. Vous comprenez bien que vous avez un tiers de discours politique, un tiers de discours
de policiers ou de magistrats et un tiers discours d'experts, pratiquement, ça valorise un certain point de vue. Sans doute que si on avait eu un tiers d'enseignants, un tiers de travailleurs sociaux, un tiers d'hommes politiques, et il n'y a plus de place, mais on avait eu un peu plus de gens qui étaient issus des milieux populaires, on aurait sans doute un autre discours sur cette question-là. Si vous voulez, dans une certaine mesure, les médias jouent de ce point de vue-là, si vous voulez, comme la sélection d'un type de message particulier. Bon. Et en ce faisant, ils participent, si vous voulez, à clôturer, si vous voulez, l'espace même du possible et du pensable. Bon. Très intéressant dans ce débat, dans ce discours, si vous regardez la teneur des propos, un homme politique qui se serait amusé sur cette période à dire « mais écoutez, je pense que la répression est une erreur absolue, et je pense qu'au contraire, il faut prendre des mesures pour faire en sorte que les mineurs rentrent plus tard dans le système judiciaire », il y en a un qui l'a fait à l'Assemblée nationale, c'est Noël Mamère qui a fait ça en 2002. Il est sorti sous les huées. C'est absolument impossible comme discours. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Donc là, de ce point de vue, si vous voulez, les médias contribuent à fermer l'espace du dissible et du pensable. Alors, je vous disais, les médias, les gens ne croient pas nécessairement à ce qui se dit dans les médias, mais il y a un groupe dans notre pays, et pas que dans notre pays, qui croient particulièrement à ce qui se dit dans les médias, parce qu'il en dépend chaque jour davantage, ce sont les hommes politiques. C'est-à-dire que les interdépendances entre l'univers politique et l'univers médiatique se sont renforcées depuis le début des années 80. Un homme politique, au début des années 80, faire sa carrière, c'était enchaîner les meetings de Castres à Decazeville, de Decazeville à Dunkerque, etc. Aujourd'hui, un homme politique doit savoir faire des bonnes prestations médiatiques, il est entouré de conseillers en communication politique, etc. Il doit savoir faire des bonnes prestations médiatiques. Et donc, les hommes politiques ont aujourd'hui une attention bien plus grande, si vous voulez, que par le passé, à ce que disent les journalistes politiques. Et je vous cite une anecdote qui est amusante, c'était donc au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, où je vous rappelle, Jean-Marie Le Pen était opposé à Jacques Chirac, et Olivier Mazerolle, qui était à l'époque directeur de l'information de France 2, interroge Jacques Chirac et lui dit « Mais monsieur Chirac, quand même, vous en avez fait un peu beaucoup sur la sécurité, ça a peut-être favorisé un peu l'extrême droite. » Bon. Question offensive, audacieuse. Et Jacques Chirac, avec évidemment je dirais la jovialité qui pouvait être la sienne parfois, répond « Il aurait fallu être tout à fait sourd pour ne pas entendre ce que disaient les Français. J'ai beaucoup voyagé pendant la campagne, avant la campagne. Je n'ai pas rencontré un Français, une Française qui me dise à quel point son inquiétude était grande à l'égard de la montée de la violence, de l'insécurité. Vous savez, je regarde les journaux télévisés. Et qu'est-ce que je vois depuis des mois, et des mois, et des mois? Ces actes de violence, de délinquance, de criminalité. C'est bien le reflet d'une certaine situation, ce n'est pas moi qui choisis vos sujets. Bon. Alors évidemment, ça prend sens là-dedans, mais je crois que ça montre bien, si vous voulez, ces logiques circulaires de renforcement, vous voyez, les hommes politiques s'intéressent à la sécurité, donc les médias s'y intéressent, et s'y intéressant, ils contribuent à forger, si vous voulez, les possibilités politiques d'agir sur la question de la sécurité. Bon. Une des choses récurrentes, si vous voulez, sur les débats télévisés, c'est « Mais alors, qu'est-ce que vous proposez ?» Mais alors, qu'est-ce que vous proposez? Ça, vous pouvez le comptabiliser, c'est complètement récurrent dans ce type de débat. Alors, de fait, si vous voulez, les médias, si on prend un peu travaux, notamment il y a quelques travaux anglo-saxons sur la réception du message médiatique, vous apercevez qu'ils contribuent à fixer certaines manières de présenter et de recevoir une question. Et ce qu'ils appellent une signification prioritaire. Et on s'aperçoit dans le débat des idées comme la montée inexorable de la violence, la délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente. La tolérance zéro, ça marche. La prison, ça marche. Ce genre de choses deviennent vraies, si vous voulez, parce qu'ils sont répétés d'éditorial en émission de radio, de plateau de télévision, en articles de presse. Peu importe, par la suite, que ces questions soient invalidées, ici ou là, par des études scientifiques, par y compris la pratique d'un certain nombre de gens. Et on s'aperçoit, si vous voulez, que sur cette période en tout cas que j'ai pu étudier, on a vu une sorte de valorisation sans précédent,
sur la question de la sécurité, des impératifs policiers de traitement de la délinquance. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et un discrédit tout à fait considérable d'options alternatives, la prévention, la réhabilitation, etc., qui était dominant, je vous le répète, 20 ans auparavant. Hein, là, on a vraiment véritablement cela. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, le traitement médiatique pèse très lourdement sur les solutions qui vont être adoptées, de même d'ailleurs que sur les pratiques déjà en place. Quel est le juge qui va ensuite mettre en liberté surveillée ou en liberté conditionnelle quelqu'un qui a été présenté dans les médias comme un multirécidiviste, par exemple, même si la loi lui permet de le faire. Chose de très important. Et donc, de ce point de vue, si vous voulez, les médias apparaissent doublement, du point de vue de la déviance, comme, on pourrait les appeler des agents du maintien de l'ordre social, de ce point de vue-là. Sur les questions de délinquance, les médias fonctionnent comme des agents du maintien de l'ordre social, c'est-à-dire que par les normes et les valeurs qu'ils véhiculent, et par les contrôles qu'ils exercent, tant sur le monde politique que sur les magistrats, sur les policiers, je dirais, ils apparaissent, si vous voulez, comme des acteurs à part entière, finalement, de la définition, du cadrage et du traitement de la question de l'insécurité. Je vous remercie.